Chers francophones du monde entier, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre notre chaîne. Vous pouvez regarder Atypique sur sa plateforme en ligne, mais aussi sur son nouveau site internet atypique.tv, sur son Facebook et sur X, ancien Twitter, et bien entendu sur TikTok également. Nombreux sont les experts qui pensent que les possibilités de mettre un terme à la guerre en Ukraine sont nulles dans l'immédiat. Les deux adversaires que sont l'Ukraine et la Russie espèrent encore l'emporter sur le champ de bataille. Et par conséquent, le scénario le plus probable reste celui d'une guerre longue où les progrès se calculeraient en kilomètres et les pertes en milliers d'hommes. Ce serait la perspective de plus de morts, de plus de blessés et de plus de bombes. Et pour cause, la Commission européenne a annoncé récemment débloquer 5 milliards d'euros par an à l'Ukraine jusqu'à 2027. Cependant, des voix s'élèvent aux États-Unis pour demander l'ouverture de négociations avec Vladimir Poutine. Idem en Europe. Des voix au Parlement européen proposent des sorties de crise. Les Chinois, quant à eux, ont déjà mis sur la table un plan de paix de 12 points qui a été écarté d'un revers de main par le président Zelensky. Son plan à lui a également été refusé. De leur côté, les Russes campent sur leur position. En somme, les critiques abondent dès qu'un dirigeant évoque la possibilité de discussions entre Ukrainiens et Russes. Pour en parler, je reçois en ce premier numéro de l'émission Le vrai dialogue de cette nouvelle saison, Anne Morelli, historienne belge et professeure honoraire de l'Université libre de Bruxelles. Marc Botenga, eurodéputé belge du groupe de la Gauche Unie, et Jacques Beau, ancien membre du renseignement stratégique suisse et colonel d'état-major général en retraite. Mais j'apprends à l'instant que Marc Botenga ne pourra pas nous rejoindre. Son attaché parlementaire nous indique que l'eurodéputé a eu un empêchement. Ce n'est que partie remise, on le réinvitera et je poursuis donc l'émission avec Anne Morelli et Jacques Beau. Madame Morelli, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Beau, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commencerai par vous, Madame Morelli, et on va s'arrêter quelques minutes avant d'aller plus avant avec notre sujet, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, c'est-à-dire l'Ukraine. Une réaction de votre part par rapport à deux sujets d'actualité qui concernent l'euro-méditerranéen. D'abord, la manière dont le reste du monde a réagi avec le séisme dans le sud du Maroc et le déluge qui a frappé l'est de la Libye. Une réaction? Mais il peut y avoir deux poids et deux mesures, bien sûr, parce que l'aide humanitaire dépend du politique. C'est-à-dire que si c'est un pays qui a nos sympathies ou bien où on doit montrer qu'on est généreux, on va s'empresser d'aller l'aider. Mais franchement, si c'est la Corée du Nord, je ne crois pas que nous accourrons avec empressement. Et c'est un peu un problème qui est similaire au problème des réfugiés. Nous avons de l'empathie, on nous crée de l'empathie à travers les médias pour certains réfugiés, pas pour d'autres. Et c'est les réfugiés pour lesquels on a de l'empathie, ce sont ceux qui sont la preuve que nos ennemis sont monstrueux. Alors ceux-là, on les accueille, on leur donne la parole, ils doivent parler de ce qu'ils ont vécu, etc. Et moi, je suis historienne et je vois que dans l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça. En 14-18, ce sont les petits Belges qui sont les réfugiés, qui sont politiquement exploités pour faire entrer, par exemple, l'Italie ou les États-Unis dans la guerre. Voyez le sort atroce de ces gens.
Et puis, dans le reste du XXe siècle, il y a un traitement très différencié, selon que ce sont des réfugiés qui sont la preuve que les régimes de l'autre côté sont vraiment monstrueux. On accueille plein de Hongrois, et sans distinction, en 1956, plein de Vietnamiens en 1975, les boat people, plein d'Ukrainiens en 1922, mais pour les Chiliens, vous savez, en tout et pour tout, je crois qu'on en a accueilli 250. Donc, c'est une manière très politique de traiter l'aide humanitaire. Elle est liée à la volonté politique de montrer qu'un régime est bon ou mauvais. Et ici, il est évident qu'on réagit différemment selon qu'il s'agit du Maroc ou de la Libye. Monsieur Beau? Oui, alors moi, pour revenir sur la question de l'Afrique du Nord et de ces deux pays touchés, tout d'abord, il faut dire qu'on a deux catastrophes qui sont différentes, qui sont aussi terribles l'une que l'autre. Et je ne crois pas qu'on puisse mettre une hiérarchie dans la misère des gens, donc on est sur deux choses terribles. Mais ce qui m'a frappé, c'est le manque d'empressement du gouvernement marocain pour accepter l'offre d'aide de la France. Et qui montre que dans ce qu'on appelle le Sud global, il y a aujourd'hui une prise de conscience du rôle et de l'emprise que les pays du Nord tentent de prendre d'une manière ou d'une autre. Car l'aide humanitaire, comme l'a dit Mme Morelli, en dernière analyse, elle est humanitaire, certes, mais elle est un instrument de politique étrangère. D'ailleurs, dans la plupart des pays, l'aide humanitaire dépend des affaires étrangères, c'est donc un instrument de politique étrangère. Et donc le fait que des pays, non pas refusent, parce qu'à ma connaissance le Maroc n'a pas refusé, mais il n'a pas répondu à l'offre, montre que ces pays tentent à montrer leur différence, à montrer leur indépendance par rapport aux pays occidentaux, et montrent qu'ils ne sont pas si dépendants des Occidentaux. Donc ça me semble être un aspect important de cette crise. Je pense qu'accepter l'aide internationale, c'est faire un aveu de faiblesse. Et ça, c'est très difficile à accepter. Et puis, dans la situation d'anciens pays colonisés, c'est bien souvent une situation de colonisateur et de colonisé. Oui, et donc, c'est plus difficile à accepter aussi. Moi, je voulais faire le parallèle avec ce qui s'est passé pendant le Covid en Italie. Il y a des Chinois qui sont arrivés en masse et qui ont créé des hôpitaux de fortune en un temps record, etc. Mais ça ne faisait pas les gros titres, parce que pour le gouvernement italien, c'était bien sûr un aveu de faiblesse, c'était montrer que leur structure sanitaire n'était plus à la hauteur. Aujourd'hui, il y a des dizaines de médecins cubains qui travaillent dans le sud de l'Italie, mais c'est un aveu de faiblesse pour le système sanitaire. C'est dire on n'est plus capable de soigner les gens de chez nous et on doit accepter ça. Mais ça va plus loin quand même parce que le Maroc a accepté l'aide d'autres pays européens, mais a rechigné à répondre à la France. Donc on est sur quelque chose on est sur un message qui va un peu plus loin que simplement l'aveu de faiblesse. D'ailleurs, dans les catastrophes naturelles, je pense qu'on est un peu tous à la même enseigne, même des pays organisés. Vous avez parlé de l'Italie, mais on a vu en France, on a vu en Belgique. Les pays sont tous pris au dépourvu. Et je pense qu'on a aujourd'hui la maturité de comprendre que on arrive à comprendre en fait qu'on soit pris en défaut pendant quelques heures. Mais qu'on refuse, pas qu'on refuse, mais qu'on n'accepte pas l'aide d'un pays particulier est à mon avis quand même un signal important et qui s'inscrit dans ce qu'on va probablement traiter par la suite quand on parle de l'Ukraine, mais cette déclaration d'indépendance d'une certaine manière des pays du Sud par rapport aux pays occidentaux. Une réaction, Madame Morelli, par rapport au deuxième sujet, la Tunis qui refuse in extremis de recevoir une délégation de députés européens et les réactions qui sont suivies un peu partout, en Tunisie, en Europe, mais on a moins entendu, je dois dire, les réactions de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, je pense que de la part de l'Union européenne, aller faire des inspections dans un pays tiers, c'est une drôle d'idée. Parce que quel pays va-t-on
inspecter, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on va faire, le contrôle du niveau de démocratie. Bon, je ne sais pas si on serait très heureux que la situation s'inverse et qu'il y ait donc, par exemple, des Congolais qui viendraient ici en Belgique vérifier si notre niveau de démocratie est satisfaisant ou si notre niveau d'humanité est suffisant par rapport à nos vieux, par exemple. Ils diraient, qu'est-ce que c'est que tous ces vieux que vous avez jetés dans les hospices? Reprenez-les, c'est immoral. Eh bien, nous prendrions ça très mal, évidemment, que quelqu'un vienne de l'extérieur. Eh bien, je pense que les pays dans lesquels nous voulons faire ces inspections le prennent assez mal aussi, même si la Tunisie est sur une mauvaise voie, selon moi, dans le sens où il y a eu des déclarations antisémites, il y a eu des déclarations racistes, il n'y a pas d'égalité homme-femme, enfin, en tout cas, je n'hériterai pas de la même somme que mon frère. Il y a toute une série de sujets pour lesquels on pourrait certainement évoquer un manque de démocratie, mais ce n'est pas à nous d'aller inspecter en Tunisie pour voir si le président est à la hauteur ou pas. Et vous verrez, vous, monsieur Beau, une délégation de députés européens aller inspecter le niveau de la démocratie aux États-Unis, par exemple? Oui, je crois que je partage tout à fait l'avis de Mme Morelli sur cette question. On a un paternalisme en Europe en particulier, enfin en Occident, parce qu'il faut l'appeler comme ça, qui d'ailleurs s'est très bien traduit. Hein. L'Union européenne parlait d'une jungle en dehors de l'Europe, oui. La jungle, l'Europe étant le jardin et le reste du monde étant une jungle. Une remarque d'ailleurs, j'ai beaucoup de contacts en Afrique du Nord, c'est une remarque qui a été très mal passée en Afrique, et en Afrique du Nord en particulier. Et puis ça a été, l'Union africaine a remis le couvert, si vous me passez l'expression, en parlant des Africains qui ne parvenaient pas, qui étaient incapables de comprendre la situation en Ukraine, par exemple. Ils n'étaient pas capables de comprendre la situation. Alors que mon expérience en Afrique, et j'ai dirigé quand même un centre de recherche au Kenya, donc centre de recherche dans le domaine politique de sécurité de l'Union africaine, j'ai rencontré des gens qui étaient extrêmement au fait de la situation politique dans le monde et de la situation politique en Europe d'ailleurs, qui ont une compréhension des problèmes européens qui a l'avantage d'ailleurs d'être beaucoup plus candide au sens positif du terme, au sens anglais du terme, c'est-à-dire beaucoup plus neutre que celle que nous avons et donc plus intéressante à certains égards. Donc le fait de penser que les Africains ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe en Europe est déjà extrêmement blessant. Et quand on a l'audace, si j'ose dire, de vouloir aller vérifier ce que font ces pays, je pense qu'il y a quand même quelque chose là qui témoigne d'une arrogance. Et cette arrogance, finalement, c'est contre ça que s'élève ce qu'on appelle le reste du monde. Hein. C'est cette espèce de fossé qui s'est creusé ces quelques derniers mois entre le Sud global, comme on dit, et l'Occident, est en fait l'expression de cette défiance qu'a le Sud par rapport à l'arrogance qu'on a au Nord. Quand j'étais dans l'OTAN, j'avais mis en garde d'ailleurs, puisque j'avais, dans mes fonctions de lutte contre la prolifération des armes légères, j'avais travaillé avec le dialogue méditerranéen et des pays du Maghreb, pas seulement du Maghreb, mais du pourtour méditerranéen, parce qu'il y a aussi la Jordanie qui ne fait pas partie du Maghreb. Et j'avais mis en garde d'ailleurs les gens de l'OTAN, disant faites attention, parce que plus nous impliquons, plus nous réveillons un état d'esprit qui est prêt à collaborer, parce que ces gens sont amicaux avec nous. Mais ils travaillent avec nous parce qu'ils préfèrent être amis qu'ennemis. Et nous voyons toujours les relations comme soit ennemis, soit amis. Donc ils préfèrent être amis qu'ennemis. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils acceptent tout ce que nous
disons et tout ce que nous souhaitons faire. Et vous avez dans tous ces pays, notamment africains, d'Afrique du Nord, une identité islamique, il faut l'appeler comme ça, qui s'est développée et qui est prête à se réveiller. Donc, plus on essaye, nous, de marquer notre empreinte sur ces pays, plus on réveillera ces tendances nationalistes. Et je pense qu'il faut être très prudent avec ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter un petit mot à propos de la Tunisie. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, est allée en Tunisie. Et en fait, elle a fait un marché. Elle a donné beaucoup d'argent au président tunisien, pour autant qu'il n'autorise personne à quitter la Tunisie pour l'Europe, et qu'au contraire, ils reprennent un certain nombre de Tunisiens qui ont réussi à arriver en Europe. Et donc, il y a là un étrange marché tout de même, qui est loin d'être quelque chose de démocratique, évidemment, puisqu'on parle tellement de démocratie. Et en contrepartie aussi, laissez-nous nous ingérer à vos affaires intérieures. On va passer, venons-en à la guerre en Ukraine. Hein, c'est notre sujet aujourd'hui. Combien de temps encore, Monsieur Beau, va-t-elle perdurer cette guerre avant de s'accorder sur une trêve et entamer des négociations? Alors, le problème est que les Occidentaux ne veulent pas de négociations, parce qu'ils considèrent que les négociations, d'une manière ou d'une autre, seraient récompensées l'intervention russe. Cette intervention dont la raison, le motif, n'est pas l'envahissement ou s'emparer de l'Ukraine, mais était la protection de la population du Donbass, je le rappelle. C'est ça, la raison de l'intervention russe. Sur cet objectif, quand les Russes se grefferont d'autres objectifs, bien entendu, et il ne faut pas oublier qu'on est arrivé en mars de l'année passée à presque la paix, puisque Volodymyr Zelensky a fait une proposition à la Russie qui prévoyait le retrait de toutes les forces russes d'Ukraine en échange de discussions sur le statut du Donbass et de la Crimée, et en échange également d'une non-participation de l'Ukraine à l'OTAN. Et les Russes étaient prêts à intervenir là-dessus. Ce sont les Occidentaux qui ont forcé Zelensky à retirer sa proposition. Donc on a forcé l'Ukraine à troquer la paix contre, finalement, un soutien jusqu'à nécessaire des Occidentaux. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont pris dans cette logique. C'est-à-dire qu'ils ont promis à l'Ukraine une aide. Ils s'aperçoivent lentement qu'ils ne sont plus en mesure d'honorer cette promesse, parce que tout simplement leur capacité industrielle, leur capacité militaire ne permettent plus de le faire. Ils arriveront toujours à payer, ils auront sans doute toujours la volonté de le faire, la volonté politique de le faire, mais ils n'auront plus les capacités de le faire. Et donc, ils sont pris un peu, on est aujourd'hui en Occident pris dans un narratif. D'un côté, ne pas négocier parce que ce serait donner raison à Vladimir Poutine, etc., etc. De l'autre, on ne peut plus continuer à aider l'Ukraine. Et donc, on est dans cette idée de geler le conflit, c'est-à-dire non pas de lui apporter une solution, mais de figer un petit peu les positions de part et d'autre de la ligne de front, d'une certaine manière, et puis de continuer comme ça, dans une sorte de drôle de guerre ou de drôle de paix, comme on voudrait le dire. Le problème est que ce n'est pas du tout la position des Russes, parce que quand on parle de geler le conflit, c'est la position qui se dessine aux États-Unis, mais ça n'est pas du tout la position des Russes qui, eux, veulent terminer ce conflit. Ils veulent une négociation qui définissent exactement les termes d'une fin de conflit. Et tant qu'on n'a pas ça, eh bien, on est en train de pousser finalement les Russes à continuer sur leur avantage militaire, parce qu'il y a un avantage militaire, et contrairement à toute la rhétorique qu'on a racontée cette dernière année, l'Ukraine n'est pas en mesure de résister à la Russie. La Russie s'est arrêtée sur des positions qui lui convenaient.
C'est la raison pour laquelle on a une ligne de front qui ne bouge pas beaucoup. Mais on pourrait imaginer que la Russie continue dans certains domaines, par exemple Odessa, à prendre un certain nombre de positions. Et donc, on est loin de terminer ce conflit. Et les Russes ont dit, on peut continuer à grignoter d'une certaine manière le potentiel militaire, parce que c'était ça le but. Je vous rappelle que les deux objectifs étaient dénazification et démilitarisation, deux objectifs d'ailleurs qui ont été repris de la déclaration de Potsdam de 1945 contre l'Allemagne nazie à l'époque. Et donc l'idée, c'était bien de faire en sorte que les capacités ukrainiennes d'agir contre les populations du Donbass n'existent plus. Et c'est l'objectif que les Russes ont déjà atteint en réalité. C'est uniquement à cause des Occidentaux que le conflit a été, si vous voulez, remis sur le feu à partir de juin de l'année passée. On aurait pu avoir une paix en mars de l'année passée. Madame Morelli, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la grille de lecture de M. Beau. Il l'a dit tout à l'heure, le plan de paix proposé par M. Zelensky a été balayé, pardonnez-moi l'expression. Idem pour le plan de paix de 12 points des Chinois, aussi refusé. Les Russes campent sur leur première proposition. Pourquoi ce sentiment de va-t-en-guerre? À qui profite le crime, j'allais dire? Alors, le conflit en Ukraine, de l'OTAN contre la Russie, en passant par l'Ukraine, est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai travaillé sur la propagande de guerre. Et je dirais que les 10 principes de la propagande de guerre sont tous appliqués par nos médias. Nous sommes des pacifistes, c'est les autres qui veulent la guerre. Tiens. C'est entièrement de leur faute. Ils ont un monstre à leur tête. Il faut toujours un salaud de service. Hein. Ils emploient des armes non autorisées. Nous pas. Tiens, mais on est occupé à leur envoyer des bombes qui, normalement, ne pourraient pas être utilisées. Nous avons des motifs nobles, eux pas. Mais ce sont toutes des choses qu'on retrouve absolument dans le conflit actuel. Et donc nous sommes baignés dans cette propagande. Je ne vous fais pas les 10 commandements, je m'arrête là, mais ils y sont tous, je vous assure. Le dernier étant, si vous ne croyez pas tout ça, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. Donc peut-être que demain, vous, moi, on sera étiquetés comme poutinien, agent à la télévision de la Russie. suisse a dit que j'étais un agent de Poutine. Voilà, bien sûr, parce que nous n'embrayons pas dans cette propagande médiatique. Et cette propagande médiatique, eh bien, elle nous dit aujourd'hui qu'il faut continuer la guerre jusqu'au bout. Alors, moi, je suis une athée militante, mais pour une fois, je suis une admiratrice du pape. Parce que le pape est le seul qui, dans ce chaos absolu, continue à avoir un discours pacifique, à envoyer des émissaires, à accepter d'écouter les deux camps, etc. Mais ce n'est pas une position générale. Et moi, je pense que les États-Unis vont continuer leur campagne militariste jusqu'aux élections. Parce qu'il faut pouvoir se présenter aux élections en disant non, ça n'a pas été une catastrophe comme le Vietnam, comme l'Afghanistan, comme... Non, cette fois, nous avons gagné ou nous allons gagner. Et que donc, on va traîner cette guerre au moins jusqu'aux élections. Monsieur Beau, franchement, est-ce qu'il y a des possibilités de paix à cette guerre ou pas? Et j'ajouterai simplement, comme vous le savez, il y a 2-3 semaines, lors de la réunion ou de la conférence des ministres européens de défense et des affaires étrangères à Tolède. Pourquoi Tolède? Parce qu'en ce moment, c'est l'Espagne qui préside la présidence tournante de l'Union européenne. Lors de cette conférence, l'Union européenne a décidé de débloquer 20 milliards d'euros à l'Ukraine à raison ou à concurrence de 5 milliards par an jusqu'à 2027. Est-ce que ça veut dire que cette guerre va perdurer au moins encore 4 années? Alors, je ne sais pas, ces montants, vous savez, l'Ukraine n'a plus d'économie.
Et donc, guerre ou pas guerre, ils auront de toute façon besoin d'une aide européenne pour se remettre sur pied, de toute façon. Alors, je ne sais pas à quoi servira cet argent, mais il est évident qu'on a poussé l'Ukraine. Il ne faut pas oublier, et je cite Ukrainska Pravda, donc ce n'est pas la propagande du Kremlin. Ukrainska Pravda a dit en avril de l'année passée, ils ont dit le principal obstacle à la paix sont les Occidentaux. Parce que c'est effectivement les Occidentaux qui ont forcé Zelensky à retirer son plan de paix qui était presque accepté par les Européens Russes. Ou les Occidentaux? Alors, les Occidentaux, à vrai dire, puisque ce qui s'est passé, c'est que les Européens, parce que le terme européen recouvre deux réalités, l'Union européenne et puis les gens du continent. En réalité, ceux qui sont intervenus directement pour forcer Zelensky à retirer, c'est d'abord Boris Johnson, qui a téléphoné au début avril et ensuite qui a fait une visite une semaine plus tard à Kiev pour dire à Zelensky, maintenant, soit tu retires ton projet, soit on ne te soutient plus. Et il a été soutenu par les Américains. Donc il faut parler des Occidentaux plus que des Européens, ou en tout cas pas. Mais l'Union européenne n'est pas loin derrière, parce que, en fait, à peine Zelensky avait fait sa proposition, que, comme d'ailleurs en février, on a eu le même scénario le 25 février, donc le lendemain du début de l'attaque ou de l'offensive russe, Zelensky a demandé à négocier. Il a téléphoné d'ailleurs au ministre des Affaires étrangères suisse pour organiser une conférence internationale sur la question de l'Ukraine. Donc on est 24 heures après le début de l'offensive. Et là, les Russes étaient prêts à négocier et un premier processus s'est engagé à ce moment-là. Mais l'Union européenne est intervenue. Elle est intervenue le 27 février en disant non, il n'y aura pas de négociation. Et ils ont débloqué un premier budget d'un demi-milliard d'euros pour l'Ukraine, dont 450 pour des armes. Et exactement le même scénario s'est fait à la fin mars, donc après que Zelensky a fait sa proposition aux Russes et que les Russes étaient prêts à accepter, l'Union européenne est arrivée en appui de Boris Johnson avec un plan pour de nouveau un demi-milliard d'armes à l'Ukraine. Donc tous les Occidentaux ont joué un rôle extrêmement pervers. S'ils ne l'avaient pas fait, on n'aurait probablement plus de Russes sur le territoire. Ce qui signifie d'ailleurs que le territoire n'était pas un enjeu pour les Russes, puisqu'ils étaient prêts à sortir du territoire. Et ce qui signifie donc que toute la rhétorique occidentale sur l'occupation était totalement fausse. N'est-ce pas? On a brodé sur quelque chose uniquement pour, en fait, brocarder les Russes. Madame Morelli. Oui, moi, ces 200 milliards, ça m'inquiète un peu en tant que... 20 milliards. C'est 20 milliards. Ces 20 milliards m'inquiètent un peu en tant que citoyenne européenne, parce que l'Ukraine était tout de même, avant la guerre déjà, un des pays les plus corrompus. Et pendant la guerre, il y a eu beaucoup de scandales de corruption, encore récemment à propos de ceux qui évitent d'aller à la guerre et paient ce qu'il faut pour pouvoir partir tranquillement. D'ailleurs, nous les voyons ici en Belgique et ailleurs. On voit des tas de gens qui ont entre 18 et 40 ans, qui devraient être sur le front et qui sont tranquillement ici. Donc, moi, j'aurais un peu d'inquiétude sur l'usage qui va être fait de cette somme, alors qu'avec 20 milliards, moi, je pourrais faire des choses très utiles dans les écoles, dans les hôpitaux, et dans d'autres secteurs que les Européens voient dépérir faute de moyens. Pour tout, on dit il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, sauf pour la guerre. Monsieur Beau, cette guerre, elle va finir un jour ou l'autre. Qui en sortira victorieux et à quel prix? Une guerre est toujours un coût humain. En définitive, on gagne sans doute sur le plan politique, sur le plan des objectifs, mais c'est toujours une défaite humaine, quel que soit le cas. Donc ça, je crois que c'est la chose qu'il faut retenir. Il faut savoir qu'en Russie,
comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif était de protéger les populations du Donbass. C'est la raison pour laquelle il y a un soutien de l'opération spéciale russe qui est très fort dans la population, qui tourne autour de 75 ou 75% de la population. Et puis vous avez un 20% qui est opposé et 5% grosso modo. Hein. Il y a des petites variations chaque mois, mais en gros on est autour de ces chiffres-là. Donc ils montrent que les Russes pensent que c'est un but juste que de se battre. Et par conséquent, les Russes, et on voit que les pertes russes diminuent apparemment de semaine en semaine. Donc, du côté russe, il y a certainement la volonté de terminer ce conflit. On voit qu'il y a une très forte... Les gens soutiennent l'opération, mais sont en faveur des négociations, ce que d'ailleurs le gouvernement russe a toujours reconnu. Ils ont toujours dit qu'ils étaient favorables à la négociation, raison pour laquelle ils ont accepté une négociation en février de l'année passée, en mars de l'année passée et en août de l'année passée, parce qu'on oublie généralement de le mentionner. Il y a eu 3 tentatives de médiation qui ont été faites. La question du plan de paix chinois est une question un peu plus difficile parce que ce n'est pas vraiment un plan de paix que les Chinois ont proposé. Les Chinois ont proposé un cadre, une espèce de cadre pour une négociation de paix, mais pas un plan de paix. Par conséquent, là, les Chinois sont restés très très neutres dans ce conflit pour plusieurs raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais je pense que d'une manière générale, en fait, tout le monde va perdre dans ce conflit. Ce qui est important de dire, et ce qui est à mon avis extrêmement choquant dans ce conflit, c'est que ceux qui voulaient ce conflit, qui l'ont écrit, parce que ce n'est pas la propagande du Kremlin que je dis. On a plusieurs témoignages écrits en Ukraine même, et donc de politiciens ukrainiens, je ne parle pas de journalistes, on parle de politiciens, et des Américains qui disaient qu'ils voulaient un conflit avec la Russie. Donc, si vous voulez, ce qui est choquant, c'est que c'est un conflit qui est issu d'une convergence d'intérêts entre certains politiciens d'extrême droite en Ukraine et de certains politiciens, on dit néoconservateurs, etc. Je ne veux pas ici discuter sur les termes, mais on va appeler ça comme ça, aux États-Unis. Mais ça ne correspond pas nécessairement aux intérêts de l'Europe. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est qu'on participe à un conflit, et on y participe activement en fournissant des armes, en fournissant de l'argent, etc., en formant des gens d'ailleurs, pour quelque chose qu'au départ ne nous intéressait absolument pas. Mais c'est la propagande qui a permis d'avoir un certain soutien des médias et de la population. Alors, certainement que la propagande a alimenté cet élément, mais quand on regarde la finalité, on est obligé, c'est pour ça que quand on dit qu'est-ce qu'on en retire, ça se fait par rapport à la finalité qu'on a. Quand on se posera la question dans le futur, quel était l'intérêt de l'Europe à le faire? On n'aura pas de réponse à ça. Et quand, Madame Morelli, quand le président français Emmanuel Macron balance une phrase préfabriquée, une paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Qu'est-ce que c'est? C'est de la politique politicienne? Et j'aimerais vous entendre développer l'idée de la propagande dans cette guerre fratricide, parce qu'elle est, les Ukrainiens et les Russes, ce sont des frères. Oui, alors moi, pour embrayer sur ce que vous disiez, je préconiserais d'abord le retour aux accords de Minsk, qui étaient des accords qui prévoyaient la protection de la population russophone en Ukraine et qui n'ont jamais été respectés. Et donc, c'était des accords bilatéraux, protégés par les internationaux. Et bien, ça n'a pas été respecté. Si on retournait à ça, ce serait déjà une grande chose. Je crois que ça pourrait être une bonne base pour la paix à venir. Maintenant,
qui que vous soyez aujourd'hui, si vous dites « moi je voudrais qu'il y ait des négociations, je voudrais qu'il y ait la paix », on vous dit « comment vous êtes alors dans le camp de l'ennemi parce que nous devons continuer la guerre jusqu'à la victoire totale ». Bon, je pense qu'en Allemagne, ils savent très bien que la guerre totale n'aboutit pas toujours au but qu'on s'était fixé. Donc c'est extrêmement dangereux d'avoir cette politique jusqu'au boutiste, mais la propagande est telle qu'on nous dit tout le temps que c'est la seule solution possible et que toute autre solution, c'est du défaitisme. Et cette propagande, elle est malheureusement dans tous les médias. Vous ne pouvez pas échapper à cela, que ce soit télévision, journaux, etc. Et nous n'avons pas un autre écho. On voudrait bien croiser les informations, mais il y a ce qu'on appelle la censure démocratique. On nous a supprimé Russia Today, on a supprimé Sputnik, on a supprimé toutes les autres sources d'information. Et donc, il y a cette censure démocratique. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez bizarre et contre quoi on devrait s'élever au nom des libertés fondamentales. J'aimerais quand même rebondir, parce que vous avez évoqué la remarque d'Emmanuel Macron, et j'ai un de mes amis qui était ambassadeur de Suisse à Kiev jusqu'en février de cette année, et qui a dit exactement la même chose. Il a dit, si les Ukrainiens veulent faire la paix, c'est à eux de le décider, c'est pas à nous. Mais et là, il y a quelque chose qui me choque quand même dans cette affirmation, parce que lorsque Zelensky a fait sa proposition en mars, ce sont les Occidentaux qui l'ont forcé à retirer sa proposition. Donc on est aujourd'hui à dire c'est aux Ukrainiens de décider, mais quand Zelensky fait sa proposition, ce sont les Occidentaux qui l'obligent à retirer ça, sous peine de ne plus être soutenu, de ne plus recevoir d'argent, etc., etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement malhonnête dans cette approche des choses. Et ça me semble être quand même, quand on voit les incohérences de la conduite occidentale, la conduite politique, aussi militaire d'ailleurs, parce que à part ça, les armes qu'on a données à l'Ukraine étaient des armes, d'ailleurs, Zelensky s'est plaint lui-même qu'on lui donnait des armes qui ne fonctionnaient pas, n'est-ce pas? Donc, on a alors elles étaient revendues à d'autres. Alors ça c'est autre chose, parce que ça, il y a eu effectivement un coulage là-dedans. Mais sans entrer dans ces choses-là, on a donc effectivement, on n'a pas fait en sorte pour qu'il gagne. Et d'ailleurs, récemment, il y a encore, je crois que c'est Lindsey Graham, le sénateur républicain, et un autre sénateur démocrate, sauf erreur, qui ont dit à peu près d'ailleurs les mêmes mots. Ils ont dit, il faut soutenir la guerre en Ukraine parce que ça nous coûte une fraction de notre budget de la défense et les Ukrainiens se battent pour nous, en réalité, pour lutter contre la Russie. C'est une guerre proxy, au fond. On est exactement là-dedans. C'est une guerre par personne interposée. On fait la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. On fait une guerre. C'est une guerre entre les États-Unis et la Russie qui se fait au prix du peuple ukrainien. Bien sûr. Donc c'est une guerre par procuration, Madame Morelli. Par procuration, absolument. C'est ça. Au lieu de dire c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on ferait mieux de dire c'est la guerre entre les États-Unis et la Russie ou entre l'OTAN et la Russie. D'ailleurs, il y a un projet américain et ce projet, de nouveau, ce n'est pas le Kremlin qui a besoin de le dire. Il y a eu 5 conférences organisées l'année passée, dont une dans ce bâtiment d'ailleurs, 5 conférences pour le démembrement de la Russie. Bien sûr. Donc il y a un projet américain patronné par le secrétariat d'État pour le démantèlement de la Russie, ce qu'on appelle la décolonisation de la Russie et l'éclatement de la Russie. Il y a deux ou trois modèles qui existent. Entre la Sibérie 18, peut être... il y a entre 18 et 35 États qui pourraient être formés à partir du démembrement de la Russie. Et c'est ça que cherchent à faire les Américains. Et ils font la même chose en Chine, hein. On soutient les Ouïghours, il y a Taïwan, c'est le même projet. C'est le même projet. Et d'ailleurs, il y a même l'ennemi. Il y a même un projet comme ça pour l'Allemagne. Mais bon. C'est un scoop, ça, monsieur Bou. Hein. On en reparlera dans une prochaine émission. Est-ce que Vladimir Poutine a raison quand il pense que le temps joue pour lui, selon vous? Que le temps joue pour lui.
c'est difficile à dire. Je pense que on va voir comment les choses évoluent. Je ne pense pas qu'il y ait des prévisions sûres à faire. C'est toujours douteux. Moi, je crois que le temps viendra. Toutes les guerres se sont toujours terminées par la paix. Hein. Ça n'existe pas une guerre qui ne s'est pas terminée par la paix. Donc un jour, il faudra bien faire la paix, mais au profit de qui? Le point d'interrogation est encore là. Oui, bon, évidemment, il y a la Corée où on est toujours dans un état de guerre, formellement parlant, techniquement parlant. Mais ceci étant, je pense que les Russes, comme les Ukrainiens d'ailleurs, voudraient que ça se termine rapidement. Ça veut dire quoi, se terminer rapidement? Comme ça, on termine aussi, nous, notre émission d'aujourd'hui. Dans 4 ans, comme le laisse entendre indirectement l'Union européenne, en proposant 20 milliards d'aide, 20 milliards d'euros d'aide aux Ukrainiens sur une période de 4 ans. Est-ce que c'est dans 4 ans la paix en Ukraine? Non, on va peut-être laisser ces 20 milliards de côté parce qu'ils répondent à une demande d'ailleurs des Ukrainiens pour faire tourner l'économie. Alors, je les mettrai personnellement de côté. Mais le truc est que chaque jour qui passe sont des morts qui s'accumulent et qui s'accumulent davantage pour l'Ukraine que pour la Russie. Donc ça, il faut le savoir. Par conséquent, le plus vite possible, c'est le plus vite possible. Donc ça c'est une chose. Et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que les Occidentaux et les ultras, tout ce que vous voulez en Ukraine, sont opposés à ça. Et en Russie, je pense qu'il y a une majorité des gens qui se dessinent pour des négociations. Les Russes soutiennent l'opération, comme j'ai dit, ils la soutiennent massivement, mais ils sont pour des négociations, alors que du côté ukrainien, on a des gens qui soutiennent la guerre et qui sont contre des négociations. Alors évidemment, ils sont dans une situation dissymétrique, puisque d'un côté, vous avez des gens qui veulent récupérer leur territoire, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, et donc, tant qu'ils n'ont pas récupéré ces territoires, ils voudraient la guerre. Mais je pense que personne n'a à gagner avec le temps. Le fait est que le temps qui passe, tant que Poutine le veuille ou non, le temps qui passe favorise plutôt la Russie que l'Ukraine. Ça, c'est un fait, tout simplement. Moi, je voulais ajouter, parce que vous m'avez pris de court tout à l'heure en me demandant mes prévisions, je voudrais dire que, comme historienne, moi, je sais à peu près ce qui s'est passé dans le passé, mais je ne me hasarde jamais à des prévisions parce que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans l'avenir. Pas de prophétie. Ça, c'est la position de tous les historiens. Voilà. Et vous, dans combien l'Ukraine est libre? Moi, je suis quelqu'un, à l'origine, je suis quelqu'un du renseignement. On travaille sur les faits, on ne travaille pas sur on ne fait pas de la prédiction, on fait de la prévision. Et c'est très différent, c'est deux choses très différentes. Et je ne me hasarderai pas non plus. Vous savez, la paix, elle découle en définitive de quoi? Elle découle des volontés de le faire. C'est ça. Et c'est ça qui est déterminant. Les armes, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans l'équation. L'élément déterminant, c'est la volonté, de part et d'autre. Et tant que les Occidentaux n'ont pas la volonté de le faire, tant qu'il n'y a pas une volonté qui se dessine très clairement en Ukraine, il n'y aura pas de paix. Un dernier mot, chacun, ou on conclut. Madame Morelli, vous le savez très bien, revenez quand vous voulez. Et ça a été un énorme plaisir, un honneur de vous recevoir à cette émission. Merci. Idem, hein, Monsieur Beau, revenez quand vous voulez. Et j'ai été très ravie de vous recevoir à cette émission. Je regrette beaucoup que Monsieur Marc Botenga n'a pas pu, à la dernière minute, d'être parmi nous. J'aurais tellement voulu l'entendre sur ce sujet qui le tient à cœur aussi. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.